Pendant 30 ans, le monde a vu en André Rieu l'homme qui faisait sourire des millions de personnes, sans jamais se douter de ce qu'il dissimulait derrière cette grâce si soigneusement travaillée. Le public croyait le connaître, le roi des valses, avec son rire chaleureux, ses concerts étincelants et son charme naturel. Mais la vérité était bien plus lourde que l'archet qu'il portait. Derrière chaque ovation se cachait un homme menant un combat intérieur que les projecteurs n'avaient jamais dévoilé. Et lorsque la vérité a finalement éclaté, il est devenu évident qu'André Rieu avait mené une double vie, l'une pour le monde, l'autre pour survivre. André Léon Marie. Nicolas Rieu est né le 1er octobre 1949, dans une famille où la discipline régnait en maître et où l'affection était quasi inexistante. Son père, le chef d'orchestre respecté André Rieu Sr., régnait sur son foyer avec la même rigueur qu'il exigeait de ses orchestres, ne laissant aucune place au rire, à l'imagination ni au confort. Sa mère imposait la perfection avec la même sévérité, rejetant la créativité comme une faiblesse et considérant l'émotion comme un défaut à corriger. Ce que le public appellerait plus tard l'élégance naquit du besoin d'un garçon de dissimuler ses failles intérieures. Même dans des interviews données des décennies plus tard, où il admettait à voix basse « Mes parents ne m'aimaient pas ». Ce n'était pas de l'amertume, c'était de la survie. À 5 ans, quelque chose a basculé. Un jeune professeur de violon, âgé de seulement 18 ans, a mis un violon entre ses mains et lui a fait découvrir un sentiment que son foyer rigide lui avait toujours interdit, la sécurité. Elle ne lui donnait pas d'ordre et ne le comparait pas à ses frères et sœurs. Elle l'encourageait à écouter, à ressentir, à respirer. Pour la première fois, André comprit que la musique pouvait être un refuge, un lieu où il n'avait pas à se défendre. C'était la première vie secrète qu'il se créa. Une rébellion silencieuse contre un foyer où la tendresse était étouffée. Son adolescence fut marquée par des conflits encore plus aigus. Tandis que les autres élèves s'exerçaient aux exercices techniques, il recherchait la résonance et la profondeur émotionnelle. Son amour grandissant pour les valses fut accueilli avec mépris. Son père lui lança, avec une pointe d'amertume, « Je ne t'ai pas élevé pour jouer des valses », des mots qui blessèrent plus profondément que n'importe quelle répétition ratée. En 1968, lorsqu'André ramena à la maison Marjorie, la femme qui le comprenait vraiment, la fureur de sa mère explosa. Elle lui ordonna de partir et André s'en alla ce soir-là. Il ne revint jamais. Des décennies d'applaudissements ne parviendraient jamais à effacer le silence de ce dernier départ. Cette rupture précoce scella l'existence d'André en deux. L'homme qu'il montrait au monde et l'enfant blessé qui avait appris à se dissimuler derrière l'élégance. Ce fut le début d'une double vie que personne ne découvrirait avant bien plus tard. Au milieu des années 1970, André Rieu n'était plus le garçon silencieux répétant dans des couloirs sombres. Il était un jeune musicien aux prises avec les traditions rigides des institutions classiques européennes. Au Conservatoire de Bruxelles, la technique était forgée et l'émotion méprisée. Ses professeurs exigeaient de la précision, non de la vitalité. À leurs yeux, les valses n'étaient que des ornements enfantins, indignes d'une interprétation sérieuse. Mais André avait déjà décidé que sa vie ne serait pas dictée par une tradition rigide. Il voulait une musique vivante, une musique qui redonne aux gens le sentiment d'être humain. Pourtant, même ce rêve l'obligeait à se construire une seconde vie. Une facette de sa personnalité se dissimulait derrière la politesse, l'obéissance et une apparence de conformité. Sa rébellion prit forme en 1978 lorsqu'il fonda le Maastricht Salon Orchestra, un ensemble de 12 rêveurs plus idéalistes que fortunés. Leurs premiers concerts eurent lieu dans des salles communales vétustes, des lieux de réception vieillissants et des villes frontalières désertées par les critiques. Pourtant, lors de ces concerts, modestes et sans prétention en apparence, André laissait transparaître sa véritable nature. Il n'était plus le violoniste à la formation académique, ni le fils accablé par les attentes.
Il était un homme qui désirait simplement que l'on ressente la chaleur humaine qui lui avait été refusée enfant. Mais même les rébellions ont besoin d'un cadre, et celui-ci venait de Margaret. Elle gérait les réservations, les contrats et les finances avec une précision qui reflétait la discipline qu'André abhorrait depuis son éducation. Mais cette fois, l'amour adoucissait cette discipline. Elle devint le pilier invisible de son art, le protégeant du chaos logistique pour que son rêve fragile puisse s'épanouir. Pour la première fois, il construisait une vie qui lui appartenait et non plus à l'ombre de son père. En 1987, il officialisa sa révolution en fondant l'orchestre Johann Strauss. De nouveau, 12 musiciens. De nouveau, les critiques ricanèrent. Les traditionalistes se moquèrent de leurs costumes colorés, de leur présence souriante sur scène, de leur audace à croire que la musique classique pouvait apporter de la joie plutôt que de la somnolence. Mais le public ressentit autre chose. Il ne voyait pas de défiance. Il voyait un homme qui leur donnait la permission de se sentir vivant. André s'était forgé une image internationale, mais en coulisses, une autre vie se dessinait. Un homme qui s'épuisait, luttait contre la ruine financière et portait les blessures émotionnelles qu'il dissimulait sous une apparence élégante. Personne ne le savait encore, mais le prix de cet engagement allait bientôt marquer les chapitres les plus sombres de son existence. Au début des années 1990, André Rieu avait passé plus d'une décennie à gravir les échelons, propulsant son petit orchestre avec une détermination apparemment sans limite. Mais le tournant décisif survint en 1995 d'une manière que personne, pas même André lui-même, n'aurait pu prédire. Lorsqu'il interpréta la valse numéro 2 de Shostakovich en finale de la Ligue des champions de l'UEFA à Vienne, un stade de plusieurs dizaines de milliers de personnes resta figé. Les amateurs de football, venus pour la rivalité et non pour le raffinement, furent envoûtés par une valse. Quand l'Ajax marqua, le timing était si parfait qu'on aurait dit une chorégraphie du destin. Du jour au lendemain, André devint une star mondiale. Le succès fut immense, mais il eut un prix qui, insidieusement, creusa un fossé plus profond encore dans la double vie qu'il menait. Le public assista à de la magie, des stades combles, des mélodies entraînantes, le joyeux mouvement de son archet. Ce qu'ils ignoraient, c'était la charge de travail incessante qu'il supportait, bien au-delà de ce qu'un musicien devrait endurer. Il n'était pas seulement l'interprète, il était aussi le producteur, le financier, l'organisateur et le garant du bien-être de chaque membre de son orchestre. Plus d'une centaine de personnes dépendaient de lui. Il était responsable de chaque vol, de chaque hôtel, de chaque planning de répétition, de chaque changement de plateau. Et à chaque tournée qui prenait de l'ampleur, les risques augmentaient. Les traditionalistes l'attaquaient, qualifiant ses concerts de pornographie musicale, raillant les robes, les lumières, la joie. Ils l'accusaient de dégrader la musique classique. Mais André gardait le sourire, insistant sur le fait que la musique appartenait à tous. La vérité, pourtant, était plus dure. Il souriait par obligation. Un phénomène mondial ne saurait laisser transparaître la douleur. Dans les années 2000, son empire s'était transformé en l'une des entreprises musicales indépendantes les plus prospères au monde. Plus de 80 propriétés à Martinique, une flotte de camions, des centaines d'employés et un système de tournée aussi complexe que celui d'une multinationale. Sa fortune dépassait les 600 millions de dollars. Mais c'était une forteresse bâtie sur l'épuisement. L'homme que le public croyait intouchable ne tenait en réalité qu'à un fil, animé par la peur de décevoir ceux qui comptaient sur lui. Derrière le rideau, les fissures se multipliaient. André commença à souffrir de vertiges, de tremblements des mains et de vagues de fatigue si intenses qu'il avait parfois du mal à se tenir debout après un spectacle. Mais le spectacle continua, car il refusait de décevoir qui que ce soit. Sa double vie atteignait un point de rupture et personne, pas même ses fans les plus proches, ne se doutait à quel point il était proche de s'effondrer. En 2010, après des décennies de tournées incessantes, de vols sans sommeil
et le poids d'un empire porté sur ses épaules, André Rieu atteignit un point de rupture qu'il ne pouvait plus dissimuler. Ce qui avait commencé par des vertiges pendant les répétitions s'est transformé en une véritable crise médicale. Une infection virale avait attaqué son nerf vestibulaire, responsable de son équilibre. Pour un violoniste, c'était tout simplement catastrophique. Lorsqu'il essayait de se lever, la pièce tournait violemment. Lorsqu'il essayait de marcher, le sol semblait se dérober sous ses pieds. Les médecins ont prescrit un repos complet. André, un homme qui avait bâti son identité sur la joie qu'il prodiguait, ne pouvait soudain plus faire confiance à ses jambes. Les tournées ont été annulées du jour au lendemain. Des mois de préparation, des dizaines de milliers de billets et des millions d'euros de production ont été réduits à néant en quelques heures. Les fans du monde entier étaient inquiets, ignorant à quel point leur idole avait frôlé la catastrophe. Derrière des portes closes, André était alité, la vue trouble, le cœur battant la chamade, terrifié à l'idée que sa carrière soit déjà brisée. Ce que le public percevait comme un sursis était en réalité un combat pour sa survie et son identité. Il confiera plus tard que ces mois furent parmi les plus sombres de sa vie. Les thérapies conventionnelles n'eurent aucun effet, et André se sentit prisonnier d'un corps qui ne lui obéissait plus. Puis arriva une lettre d'un fan australien qui avait survécu à la même maladie, expliquant de simples exercices vestibulaires qui lui avaient permis de retrouver l'équilibre. Désespéré, André les suivit scrupuleusement. Lentement, douloureusement, le monde qui tournait autour de lui commença à se stabiliser. Après des mois de convalescence, il se releva. D'abord avec hésitation, puis avec une confiance fragile. Mais même après son retour sur scène, la vérité demeurait. La maladie ne l'avait jamais vraiment quitté. Son équilibre était perturbé, fragile et sujet à des rechutes. En 2012, son entourage a publiquement démenti les rumeurs de vertiges récurrents. Mais la note interne était sans équivoque. Une nouvelle crise grave pourrait le mettre en grand danger, surtout si elle survenait pendant un spectacle. Pourtant, il continua de tourner animé par sa loyauté envers ses musiciens et son amour pour son public. Ce que personne ne savait, c'est que c'était une seconde vie qu'il menait désormais. Une vie où chaque représentation était un pari, où André luttait en silence contre un corps devenu son plus grand ennemi. Sa double vie venait d'entamer son chapitre le plus cruel. Le maestro adulé par des millions de personnes sur scène et l'homme luttant dans l'ombre contre l'instabilité et la peur. Alors qu'André commençait à retrouver son équilibre, la vie le frappa d'une manière inattendue, qu'aucune thérapie ni exercice ne put apaiser. En décembre 2016, lors d'une tournée au Royaume-Uni, son ami de longue date et tromboniste, R.D.E. Merckx, décéda subitement dans son sommeil. R.D. et n'était pas qu'un simple musicien. Il faisait partie du cercle intime d'André, toujours présent dans les loges, les répétitions et lors des longues tournées. Quand la nouvelle parvint à André, ce fut un véritable choc. Il annula immédiatement le concert de Nottingham, puis suspendit les représentations à Londres, Birmingham et Glasgow. L'orchestre, souvent décrit comme une famille, fut anéanti. Un membre a déclaré plus tard « C'était comme perdre l'âme de l'ensemble ». Le chagrin a encore davantage fragilisé la santé déjà précaire d'André. Et bien qu'il soit remonté sur scène, la musique portait un poids nouveau. Un silence subtil s'installait souvent. Une seule mesure manquait entre les morceaux, jamais annoncée, jamais expliquée. C'était un hommage personnel d'André à Rude, une pause pour un ami qu'il ne pouvait se résoudre à oublier. Mais le chagrin n'arrête pas une carrière. Et dès 2019, André était de retour sur les routes, enchaînant les concerts avec une énergie débordante. Pourtant, derrière ses prestations impeccables, il luttait contre la fatigue et l'épuisement. Cette endurance a finalement cédé en mars 2024, lors d'une série de 6 concerts à Mexico. L'altitude, le décalage horaire et une forte grippe se sont conjugués pour provoquer une crise médicale. En coulisses,
Il était à bout de souffle, fiévreux et désorienté. Après le deuxième concert, il a murmuré au téléphone à Marguerite « Je ne veux plus jamais revivre une première comme celle-ci ». 4 représentations ont été annulées. Plus de 40 détenteurs de billets étaient furieux. L'orchestre au complet, soit 125 musiciens, a été renvoyé chez lui en pleine tournée. Pour André, ce n'était pas seulement un désastre professionnel. C'était un avertissement qu'il ne pouvait plus ignorer. Dans cet effondrement, une nouvelle figure est apparue, son fils Pierre. Jusque-là, Pierre avait été l'organisateur discret, l'intermédiaire en coulisses. Mais après le Mexique, il est devenu tout autre chose, le garant de la survie de son père. Plus de tournées marathon, plus d'efforts intercontinentaux. Pierre a réorganisé l'emploi du temps d'André avec la précision d'un médecin et la bienveillance d'un fils. Uniquement des concerts en Europe, repos obligatoire, suivi médical et limitation des rappels et des répétitions. Ce n'était pas un abandon, c'était une question de survie. Pour la première fois, quelqu'un d'autre qu'André gérait le rythme de sa vie, et cela lui a sauvé. À l'été 2024, André Rieu se produisait toujours, mais la transformation était indéniable. L'homme qui, jadis, passait sa vie dans les avions à traverser les continents sans relâche, se déplaçait désormais avec une prudence extrême. Chaque concert nécessitait une autorisation médicale. Son équipe consultait des médecins avant chaque représentation. Des protocoles d'hydratation, des contrôles de fréquence cardiaque, l'accès à l'oxygène et des limites strictes quant à la durée des rappels étaient intégrés directement à ses répétitions. Le public voyait sa chaleur, sa révérence, son sourire familier. Seuls ses proches en connaissaient le prix. Son fils Pierre appliquait ces nouvelles règles avec une fermeté que ni les fans ni les critiques n'avaient jamais constatée. Avant Mexico, 2024, Pierre n'était que le tour manager. Après ce désastre, il est devenu le pilier d'André. Chaque salle, chaque vol, chaque setlist était soumis à la question silencieuse de Pierre. Mon père peut-il tenir le coup sans craquer? Parfois, André résistait, nostalgique du rythme effréné qui avait jadis rythmé sa vie. Mais Pierre n'a jamais flanché. Il connaissait le danger mieux que quiconque. Il était resté en coulisses au Mexique, impuissant, voyant les jambes de son père flancher. Il avait entendu son souffle tremblant. Il avait ressenti sa peur. En juillet 2025, lors des concerts de Maastricht, la nouvelle réalité était devenue criante. Ces concerts à domicile, autrefois des triomphes spontanés, étaient désormais des événements soigneusement orchestrés, axés sur la préservation et non sur le spectacle. Un soir, emporté par l'émotion, André prolongea une valse. La foule explosa de joie, mais en coulisses, le visage de Pierre se crispa. Quand André quitta la scène, trempé de sueur et chancelant, ce fut un rappel de plus que la joie pouvait basculer en danger en un instant. En privé, André se ressaisit discrètement. Il réorganisa les morceaux pour réduire la fatigue physique. Les pulas énergiques furent moins nombreuses, les valses plus lentes, plus fréquentes. Il commença à répéter chez lui plutôt qu'avec l'orchestre. Sa demeure du 15e siècle et le château voisin, symbole de réussite, devinrent des havres de paix propices au repos. Promenade à l'aube, tisane, repas soigneusement préparés par son médecin et son chef. Chaque détail était pensé pour préserver le fragile équilibre que son corps exigeait désormais. Pourtant, même dans cette vie plus lente, l'esprit d'André ne s'est jamais éteint. Il jouait encore toutes les après-midi dans son studio privé, parfois pendant des heures, parfois se contentant d'effleurer le violon comme un vieil ami. Dans ces moments de calme, il semblait reconnaître une vérité qu'il n'a jamais exprimée à voix haute. Le corps avait ses limites, mais la musique, elle, vivait encore. Et il y avait un autre secret, murmuré lors d'une conversation privée avec Pierre. La possibilité d'une ultime tournée mondiale, la plus importante de sa vie. Aucune date, aucune annonce, seulement une question à laquelle ni le père ni le fils n'osaient répondre. Pourrait-il y survivre? Et devait-il même tenter le coup?
André Rieu a vécu 30 ans en menant deux vies à la fois. La légende rayonnante que le monde a adorée et l'homme fragile qui lutte pour rester debout, loin des projecteurs. Aujourd'hui, à 75 ans, chaque note qu'il joue est une victoire discrète. Chaque concert est un rappel des épreuves qu'il a traversées pour faire vivre la musique. Quel que soit l'avenir, qu'il choisisse une ultime tournée mondiale ou qu'il tire sa révérence à sa manière, son héritage est déjà gravé dans le cœur de millions de personnes. Pensez-vous qu'André devrait tenter une dernière tournée mondiale ou préserver sa santé et ralentir le rythme? Partagez votre avis ci-dessous. Et si vous souhaitez découvrir d'autres anecdotes sur vos icônes préférées, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer.